C'était une âme forte, un sacré tempérament et pourtant soumise, quand ce n'était pas à son père et à son frère, à la religion sous sa forme la plus sévère, le jansénisme. Elle avait tous les dons pour entrer dans la gloire et la renommée, mais elle était née femme dans un siècle fait pour les hommes, dominée par les hommes. C'est de Jacqueline Pascal, poétesse dont il est question, sœur du génie Blaise Pascal, et c'est Christine Orban qui nous en retrace la bio ce soir dans son dernier ouvrage, Soumise. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous avoir à l'antenne aujourd'hui et surtout de recevoir notre invitée Christine Orban. Bonsoir Christine. Bonsoir. Invitée donc ce soir, je le disais, écrivaine, critique littéraire et dramaturge pour nous parler de ce livre Soumise aux éditions Albin Michel. Mais Christine, dites-nous d'emblée pourquoi avoir choisi cette héroïne-là, méconnue, mais qu'il est un petit peu moins aujourd'hui grâce à vous. Comment avez-vous découvert, comment avez-vous fait la première rencontre avec cette sœur de Blaise Pascal, Jacqueline? Écoutez, c'est Virginia Woolf qui m'a mis sur le chemin de Jacqueline. Et indirectement, je lis Une chambre à soi. Et elle dit, qu'est-ce qui serait advenu de la sœur de Shakespeare si elle avait été douée? Elle emploie le mot douée, et en même temps, je lis une biographie de Blaise Pascal, et entre les lignes, je vois le même mot, qu'il avait une sœur douée, très douée, poétesse. Et je cherche, il y a très peu de choses, mais je vois qu'elle avait beaucoup de dons, et que cette femme était étouffée par son siècle. Le XVIIe est un siècle d'homme, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être une femme douée et de ne pas pouvoir exprimer son talent, d'être empêchée. C'est pas le frère savant qui lui a fait de l'ombre, parce qu'au contraire, il adorait, il voulait même qu'elle reste avec lui et qu'elle écrive ses poèmes. On va en reparler avec vous, cet amour énorme. Mais donc, qu'est-ce que c'est couple, cette souffrance est-ce qu'il y a une souffrance à être étouffée? Vos sources, quelles ont-elles été alors? Vous vous dites, tiens, j'ai envie d'aller un petit peu creuser sur cette sœur de Blaise Pascal. Ça ne se fait pas n'importe comment. J'imagine qu'on doit être méthodique. C'est du travail d'historienne presque. Oui. Vous avez pris la posture de la biographe, de la romancière, de l'historienne. Comment est-ce que vous avez travaillé? Il y a dû y avoir beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a presque 3 ans de lecture, parce qu'il faut s'imprégner du personnage. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, qui sont les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui dit à la fin dans ses notes que il faut que les pierres soient vraies et qu'après on reconstitue l'histoire chacun à sa manière. Toutes mes pierres sont vraies. On a beaucoup de chance quand il s'agit de Blaise Pascal et de sa sœur, c'est qu'ils se sont écrits. Donc il y a leur correspondance, donc pour les dialogues, pour les situations, puis ils sont des gens extraordinaires, hein, ils mentent pas, donc on est dans la vérité. Et la sœur aînée, qui a été le professeur en fait de Jacqueline, a écrit à la mort de ces 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde et qu'elle admirait beaucoup, elle a écrit 2 petites biographies. Et là aussi, c'est 2 très bonnes sources qui ont été mon point de départ. Pour le reste, les ambiances, vous plongez dans ce siècle, comme vous le dites, ce siècle d'homme qui fait peu de place à la femme. La femme est à la maison, on lui enseigne la cuisine, la couture, sauf chez les Pascal. C'était quand même une famille très progressiste. Est-ce qu'en découvrant ça, vous vous êtes étonné? Vous dites, mais enfin, cet Étienne Pascal, il est quand même formidable, puisque la mère vient de mourir. Quelle était, dressez-nous en quelques mots, la famille Pascal. Je me suis sentie bien dans cette famille. C'est extraordinaire de passer 3 ans avec des gens aussi intelligents, avec des valeurs aussi, comment dirais-je, pures, dans une certaine vérité, éloignée de la vanité, de voir au XVIIe siècle un père qui abandonne même son travail pour élever ses enfants. Donc il y a de l'amour, alors que souvent ce sont des nourrices qui élèvent les enfants, et qui décide, et qui s'aperçoit d'abord très vite qu'il a 2 génies. Donc il a 3 enfants, Gilberte, Blaise et Jacqueline. Gilberte est une femme remarquable aussi, mais il a 2 enfants qui sont absolument géniaux, à tel point qu'il va hésiter à favoriser l'éducation de la fille. Mais lui est mathématicien, et à cette époque, les filles, on ne leur enseigne ni la géométrie, ni les mathématiques. Ça ne se fait pas. Déjà, on leur apprend parfois, dans la haute noblesse, à lire, pas toujours à écrire. Lui va apprendre à lire et à écrire. C'est la sœur aînée qui va apprendre à Jacqueline. Mais il va hésiter.
Mais comme il connaît bien les mathématiques et qu'il n'y a que les garçons qui font des mathématiques, il va évidemment se pencher plus sur Blaise. Sur Blaise, dont il a évidemment senti le génie absolu dès l'âge de 7-8 ans. Il redécouvre le théorème d'Euclide, enfin c'est un génie absolu. Mais la fille improvise des poèmes, lit une page, la récite par cœur. Ce sont deux enfants géniaux et au fond qui s'admirent l'un l'autre. Et qui vont être aussi un peu en concurrence. Oui, vous dites, hein, on se voit au coin du feu le soir, on s'y croirait. Étienne, voilà, installe l'ambiance. Allez, Jacqueline va nous réciter quelques poèmes, quelques vers qu'elle a écrits dans la journée. Blaise nous parle un peu de mathématiques. Et tout ça dans une émulation intellectuelle complètement folle. Et Gilberte qui est là en maîtresse femme pour susciter tout cet engouement. Oui, je dis que c'est comme une ruche, cette famille. J'ai reconstitué l'ambiance aussi de l'habitat qui était probablement le leur, avec des documents du XVIIe siècle. Cet endroit très chaud, la mère avait brodé des coussins, donc je suppose qu'il y avait des feux de cheminée. Et le soir, c'est théorème contre poème. Merveilleux. Et chacun raconte son travail et son expérience. Ils ne vont évidemment pas à l'école. Les filles n'y allaient pas, mais Blaise avait le niveau d'aller évidemment dans un collège. Mais le père préfère l'élever lui-même. La récompense, il avait une méthode aussi, le père. Parce que la récompense, c'est les mathématiques. Quand Blaise dit « qu'est-ce que c'est que la géométrie ?» il ne lui répond pas. Il lui dit « il faut d'abord parler latin et grec couramment. Et après, la récompense, ce sera peut-être, je répondrai à ta question. » Alors, le petit Blaise va et découvre Euclide, lit tout, reconstitue des théorèmes, se fait gronder par le père, qui en même temps en pleure de joie parce qu'il voit qu'il a un enfant absolument surdoué et qui va l'emmener à l'Académie des sciences. Voilà, j'allais le dire. Étienne, par ses connaissances et ses voisinages, emmène son fils Blaise dans les milieux de mathématiciens et les académies les plus importantes de Paris. Il propulse son fils. Jacqueline, à l'époque, n'est pas non plus une inconnue. Elle sera tout de même reçue, elle aussi, comme une petite génie à la cour de la reine de France. Oui, parce que sa réputation va assez vite. On se dit, mais qui est cette jeune fille qui improvise des poèmes, qui en plus a un sens presque divinatoire. Et la reine, qui est enceinte de Louis XIV, veut voir Jacqueline Pascal, qui improvise un poème et qui lui dit même qu'elle attend un soleil. Donc, prémonition, c'est Louis XIV. Elle a une sensibilité extrême. Elle a même des dons pour jouer au théâtre. Et elle va jouer malgré la petite vérole dont elle sera sauvée, alors que la majorité des gens en mourraient, mais défigurée. Et elle jouera juste pour sauver son père d'un embastillement. Et elle va séduire jusqu'à Richelieu. C'est quelqu'un donc qui aurait pu, aujourd'hui on va dire le mot faire carrière, enfin Victor Cousin dit que c'est une des femmes les plus importantes du XVIIe. Elle est méconnue malheureusement. Et j'espère qu'on va parvenir, parce que sa vie est un roman, c'est extraordinaire, la relation passionnelle entre Blaise Pascal et sa sœur, jusqu'à il va lui demander de faire alliance. Enfin, deux cœurs qui n'en font qu'un, comme dit la grande sœur Gilberte. Oui, la grande sœur dira aussi que c'était la personne que Blaise aimait le plus au monde. Oui, deux cœurs qui font qu'un cœur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle fut oubliée, qu'elle s'est soumise à l'autorité de son père, à l'amour de son frère, et puis de Dieu, on va y venir. C'est que dans cette famille, il y a une grande ouverture intellectuelle, mais il y a aussi un jansénisme très lourd, très puissant, un mysticisme presque dans cette famille. D'où vient-il ce mysticisme? Est-ce que ça venait de la défunte mère? Est-ce que ça vient du père? Est-ce que les enfants se sont faits à leur époque? Alors, non, parce que c'est une famille qui est, au fond, assez libres. Ils reçoivent même des libertins. Libertins au XVIIe, ça veut dire des gens qui ne sont pas des religieux. Qui ne croient en rien. Et
Donc ils ne sont pas spécialement religieux, mais ce qui va se passer, c'est que le père se démet un muscle de la cuisse en allant empêcher un duel, et il est bien malin, il dit surtout pas de médecin. La plupart des morts, c'était à cause des médecins, des guerres et des épidémies. Blaise d'ailleurs, Pascal en souffrira. Oui, il va en payer le prix fort. Et il fait venir deux veaux, rebouteux, mais deux veaux qui arrivent avec des valises, pleine de livres et l'autre avec des médecines. Et c'est ces deux personnes qui vont convertir, qui vont tous les soirs lire Jansénus, qui habitait à Belgique, et va finir par convertir cette famille. Alors, Jacqueline plus que Blaise encore. Oui, elle est très perméable à... Oui, tout d'un coup, elle entend en fait ce qui lui va. Ça lui ouvre une voie. Et c'est vrai que cette femme, j'ai appelée soumise parce qu'elle était soumise à un siècle. On ne peut pas se défaire de son siècle. Un siècle où les femmes étaient administrativement, juridiquement, familialement soumise. Et peut-être que ce sera son espace de liberté, ce sera la religion. En quoi est-ce que Jacqueline a inspiré l'œuvre de Pascal ? Est-ce qu'on peut le quantifier ? Au-delà du fait qu'elle était douée, elle, pour tellement de disciplines, elle a joué un grand rôle auprès de Blaise. Elle a joué un grand rôle. On peut retrouver vraiment dans les pensées de Pascal des passages qui ont été vraiment inspirés par Jacqueline. Les passages sur la beauté, quand Blaise écrit que c'est pas parce que quelqu'un... si on aime quelqu'un pour sa beauté, s'il attrape la petite vérole, donc forcément référence à sa sœur, eh bien on ne l'aimera plus parce qu'il sera défiguré. Donc on ne peut pas aimer que pour la beauté, évidemment. Et les passages aussi sur le divertissement, puisque quand Blaise Pascal va se retrouver seul parce que son père meurt, sa sœur aînée se marie, part à Clermont, et sa petite sœur avec qui il voulait faire alliance et qui voulait garder auprès de lui part à Port-Royal des Champs, il est seul, il est malheureux. Et là, c'est ce qu'il appelle lui-même sa période mondaine. Il va sortir pour retrouver du réconfort ailleurs. Mais Jacqueline peut être tranquille parce qu'il ne se divertit pas totalement. Donc, tous les pensées extraordinaires et éclairantes sur le divertissement, il porte le cilice et en fait, il va convertir les gens dans la société. Il porte le cilice aussi de se donner... ce qu'est le cilice pour nos auditeurs. Alors le cilice, c'est une ceinture avec des clous qu'il mettait probablement autour de la cuisse ou du bras. Et par exemple, si on le flatte trop, parce qu'il était reconnu, lui, il était entouré, admiré, c'était une manière de se rappeler à la pauvre nature d'un homme, un ver de terre, comme il dira dans les pensées, rien du tout, et ne pas profiter, de ne tirer aucun plaisir de toutes ces vanités. Donc c'est une façon aussi de rejoindre sa sœur. Oui. La rupture, vous venez un peu de le dire, c'est vraiment, et qui rend Blaise terriblement dépressif, en tout cas malheureux, c'est lorsque Jacqueline annonce, avec beaucoup de difficultés et d'émotion, à son frère qu'elle veut entrer à Port-Royal et être sœur. Elle se retire clairement du monde, et ce qui nous fait dire qu'elle était soumise à cette époque-là. Oui, mais ce n'est pas comme toutes ces femmes dont on parle depuis quelques années, cet effet Mathilda, toutes les femmes oubliées de la science ou de la littérature. Cette femme-là, elle a été oubliée, certes, mais elle l'a voulu. Elle s'est retirée du monde. Elle refuse d'ailleurs à Richelieu l'écriture d'une pièce de théâtre, puisque les religieuses ne pouvaient accéder à aucune forme d'écriture, de poésie et autres. Pourquoi ? Donc c'est elle-même qui s'est soumise à cette foi, à ce Dieu, et nous a privés d'une œuvre, vous pensez ?
Alors, d'abord, sur le mot soumise, au fond, elle est aussi soumise à son siècle, mais elle est rebelle aussi, parce qu'elle va choisir, elle choisit de se soumettre. Donc c'est un peu différent à Dieu. C'est son choix, c'est quelque part sa liberté. Ce qui est très cruel pour son frère, évidemment, qui juste avant voulait faire alliance avec elle. Et c'est vrai que Qu'est-ce que c'était faire alliance à l'époque? C'était courant? C'était se mettre en couple, on va dire, avec un membre de sa famille, avec sa sœur tant aimée? Il n'y a rien de sexuel. C'est une sorte de contrat de fidélité. Voilà, on reste ensemble à vie. Ce qu'elle accepte. Elle fait alliance. Elle écrit avec lui. Ils écrivent une lettre à 2 mains qu'ils envoient à Gilberte pour l'officialiser, qu'ils veulent faire alliance, qu'ils envoient à la sœur aînée. Donc tout ça est compliqué tout de même. Hein. Puis après, elle se rend compte qu'elle va vivre, à soigner son frère toute sa vie et qu'elle ne va pas pouvoir réaliser son vœu le plus cher. C'est sa foi, c'est cette grâce qui l'a touchée, et elle va quitter le dieu Blaise pour le dieu des chrétiens. Et c'est pour ça que François Mauriac l'appelle la petite cornélienne. Elle va être déchirée entre le dieu Blaise et le dieu des chrétiens, et elle va le quitter avec, comme vous avez dit, beaucoup de difficultés, et lui aura un chagrin terrifiant. Il va pas sortir de sa chambre quand elle part le matin. On pouvait partir pour toujours. Sœur Angélique, mère Angélique, a refusé une fois à Port-Royal même de revoir ses parents. On pouvait perdre ses enfants. Mais elle demande à Blaise de le suivre, d'oublier les mathématiques, les sciences, pour le suivre. Lui, il lui répond, non, on peut faire les deux, je peux être mathématicien et vivre ma foi. Donc elle ne le suit pas, et heureusement pour nous, on n'aurait sans doute pas eu les pensées de Pascal. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Mais c'est un couple qui s'aime et qui se déchire sur cette idée. Il y en a un, Blaise pense qu'on peut être savant et croyant, et elle pense que si on est croyant, on ne peut pas être savant. Parce que le jansénisme est une religion extrême du catholicisme. C'est une... oui, c'est presque... Enfin, pour moi, c'est une prison, mais probablement pas pour Jacqueline Pascal. Elle abandonne tout pour le jansénisme. C'est-à-dire, elle abandonne sa poésie. Ce qui... alors qu'elle était extrêmement douée, ce que Blaise ne peut pas comprendre. Et quand il va la voir au parloir, il lui reproche. Et elle lui reproche de continuer à faire ses expériences sur le vide et sur comment est-ce qu'il peut... Et il va... Donc c'est leur point vraiment de discorde. C'est le point de discorde entre les deux. Et Blaise cédera sur tout, parce que le plus fort dans le couple, c'est elle, sauf sur le travail. Parce que pour les jansénistes, le travail si c'est un plaisir ou un divertissement, c'est pas possible. Tout divertissement est interdit, et lui n'écoutera pas, puisque c'est les 3 dernières années de sa vie qu'il va écrire les pensées. Et donc ça, non, elle parviendra pas. Elle parviendra à faire de son frère une sorte de saint laïque, mais pas à l'empêcher de calculer, d'inventer la pascaline. Les sciences sont inhérentes à Blaise Pascal, et la littérature aussi. Heureusement, il tient bon. Qu'est-ce que c'est que cette forme de mortification chez Jacqueline? C'est cette peur de souffrir, c'est de se retirer de tout, y compris de la poésie, pour cesser de souffrir en quelque sorte? C'est le jansénisme. J'avoue que j'ai du mal avec la mortification. Quand il fait froid, elle se prive d'un gilet, d'un châle. Depuis tout jeune, ça, bien avant d'entrer à Port-Royal. Quand elle est contaminée, je dirais, par les 2 dévots au jansénisme, elle commence à
à refuser ce qu'elle aime dans son assiette, à aller dans la pièce la plus humide en plein hiver de la maison, à prier à genoux, à se faire mal aux genoux. C'est difficile, évidemment, à admettre, à se priver d'écrire ses poèmes. C'est un absolu. C'est un absolu c'est cet de amour romance et de absolu poétesse. Pour Dieu qui exclut toute autre joie de vivre. Et d'ailleurs, quand Blaise sort, sa période mondaine, le cilice, c'est presque un lien avec sa sœur. Je sors, mais je ne prends aucun plaisir. Et si on me fait un compliment, j'ai mal et je n'en profite pas. Donc tous ces sacrifices, Jacqueline n'en sera pas vraiment récompensée, puisque les autorités, Louis XIV et le pape, toutes les autorités royales et ecclésiastiques vont mettre un terme au jansénisme. Le jansénisme fait peur. Louis XIV réclame d'ailleurs la fermeture de Port-Royal, ce que vit notamment Jacqueline. Et elle se trahit, elle trahit un peu sa foi, puisqu'elle signe ce fameux document. Oui, parce qu'elle est soumise. Elle est foncièrement soumise. Et elle va signer, elle va en mourir. Donc ce document qui permet un accord finalement entre les autorités royales et les jansénistes. Le document, c'est sur la grâce, parce que Louis XIV est jésuite, et la grâce des jésuites, c'est selon la vie que vous avez eue. Est-ce que vous l'avez méritée ou pas? Alors que la grâce des jansénistes, c'est Dieu qui décide si vous la donne ou pas. Donc c'est un grand point de désaccord. Et c'est un peu, je résume, mais voilà le désaccord. Donc Louis XIV, ça c'est après la mort de Jacqueline, mais tout se prépare. Donc le formulaire, c'est du temps de Jacqueline, elle le signe, elle va en mourir en 1661. Désespérée par la conviction d'avoir trahi sa foi. Mais déjà, on sent ce qui est en train de monter, qui va se passer, et Blaise mourra 6 mois après elle, ce qui va se passer, Louis XIV va en effet faire détruire Port-Royal, déterrer toutes les gens qui y sont enterrés, mettre sur des chariots, je le dis à la fin du livre, c'est un saccage absolu. Blaise a été rendu à sa famille, Blaise a été rendu à sa famille. Mais pas Jacqueline, on ne sait pas où elle est. Et Jacqueline, on ne sait pas où elle est. Et en fait, Louis XIV avait peur d'une fronde d'intellectuels, parce qu'à Port-Royal, il y a Racine, il y a la famille Pascal, il y a la famille Arnaud, qui sont les plus puissants à l'époque, il y a le peintre Philippe de Champaigne. Tous les grands esprits étaient là. Les intellectuels étaient à Port-Royal. Il y a même les salons mondains des précieuses. Eh bien, les précieuses étaient presque toutes jansénistes. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Christine Orban, de l'œuvre de Jacqueline? Est-ce qu'il nous reste des vers, des poèmes, des écrits? Oui, bien sûr. Grâce à Victor Cousin, qui est tombé fou de Jacqueline, qui a dit donc que c'était une des personnes les plus importantes pour lui du XVIIe siècle, et qui a édité ses lettres. Et c'est repris dans la Pléiade. Dans la Pléiade Blaise Pascal, vous avez les lettres de Jacqueline à Blaise. Vous avez même l'autobiographie qu'a écrit sa sœur, leur sœur aînée, Gilberte. Oui, bien sûr, mais bon, elle a voulu être effacée du monde, parce qu'elle voulait pas... aucune vanité, elle voulait pas être reconnue ni connue, et j'aimerais beaucoup un peu parvenir à réhabiliter la sœur de Blaise Pascal. Serait-elle contente de votre livre? Sans doute pas. Mais écoutez, comme j'ai été le plus honnête possible pour rétablir leur vie, cette vie incroyable, tellement romanesque qu'on pourrait croire que c'est un roman.
Ils sont morts malheureusement très jeunes. Oui, j'allais le dire. Le 4 octobre 1661, Jacqueline s'éteint à Port-Royal à l'âge de 36 ans, je pense. Et 10 mois plus tard, Blaise la suit dans la mort à peine 39 ans également. Voilà, exactement. Ils sont morts très jeunes. Lui, très malade. En fait, il avait à peu près tous les maux qu'on puisse imaginer. Il va mourir chez sa sœur qui vient le chercher. Il habitait rue Monsieur le Prince. Et il avait recueilli des jeunes qui avaient la petite vérole, extrêmement contagieux, mais il était cette espèce de saint laïque. Et en fait, petite vérole, probablement que ça lui rappelait sa sœur. Et la sœur aînée vient le chercher. Il va mourir 15 jours après, chez sa sœur aînée. Oui, avec toujours ce sentiment de ne pas en avoir fait assez. Toujours. Gilberte lui dit, non, chasse ces gens qui t'apportent cette maladie. Et dit, non, je n'ai pas fait assez pour les pauvres, pour les autres. Oui, il a tout donné. Il donne tout ce qu'il a. Il veut aider les autres. Et donc, il va mourir chez sa sœur de toutes les maladies à peu près. Je mets une description des médecins de l'époque qui l'ont découpé en morceaux. Après, les médecins de Molière, avec des grands chapeaux exactement, pointus. Et qui disent qu'il avait trop de cerveau, trop de cervelle. C'est pour ça qu'il avait mal à la tête, vous voyez. Enfin, bon, c'est un petit peu des médecins, comme vous dites, de Molière. Et Jacqueline, elle... Va mourir, on ne sait pas de quoi, probablement d'avoir signé. De désespoir. Oui, et seule. Donc je mets en parallèle les deux morts. Lui meurt célèbre et entouré, et elle, méconnue et toute seule. Lui aurait tant aimé que sa sœur reste dans les mémoires, dans les écrits, dans l'histoire, autant que lui. Lui qui applaudissait, lorsqu'ils étaient petits, ses poèmes, ses vers. Sûrement. Son rêve, à lui, c'était qu'elle vive près de lui, avec lui, qu'elle écrive ses poèmes, que lui, ses théorèmes, et qu'il se promène, qu'il a eu un an que je décris très heureux à Paris avec elle, où le père est resté à Rouen, la sœur s'est mariée à Clermont, et ils sont tous les deux, ils vivent comme un couple, et c'est à la suite de cette année idyllique avec sa sœur qui veut faire alliance avec elle, ça aurait été son rêve. Mais voilà, Jacqueline, la soumise, est assez rebelle aussi. Ils sont nés tous les deux au pied des volcans, en Auvergne. Elle a un tempérament de feu, Jacqueline. Soumise, mais avec un tempérament de feu. Soumise, c'est l'époque qui est terrible pour les femmes. Terrible. Pourquoi parler aujourd'hui des femmes d'hier? En quoi est-ce important de réhabiliter ces femmes-là, 400 ans plus tard? Pourquoi est-ce important des livres comme celui-ci? Parce que... Pour nous, à notre regard aujourd'hui. C'est très important, parce qu'aucun combat ne se mène sans mémoire, ne peut se mener sans mémoire. Aucun combat ne peut se mener sans mémoire. Et on ne peut pas parler même de féminisme si on ne se retourne pas et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, au XVIIe siècle, qui était quand même le siècle le plus misogyne. Donc c'est important de se retourner et de savoir ce qu'était la vie d'une femme douée, une femme très intelligente au XVIIe siècle. Quelle sera votre prochaine héroïne, Christine Orban? Écoutez, elle est en train je sais qui, évidemment, mais je n'en parle pas, parce que quand je parle des choses, ça se fait, ça se dilue. Vous savez, c'est très difficile pour moi, alors maintenant j'ai un peu de pratique, mais de passer de l'écrit à l'oral. Quand je suis dans l'écrit pendant 3 ans avec eux, j'ai du mal à traduire en mots parlés les mots écrits. C'est un petit travail. Au début, premier micro, je crois que je suis restée quasi silencieuse, mais prostrée. Oui, intimidée. J'arrivais pas à... C'est comme une traduction. Je passe d'un monde à l'autre. Alors, il faut abandonner le monde de l'écrit pour passer à celui de l'oral. Et là, j'ai commencé le monde de l'écrit pour un autre sujet. Encore une femme oubliée ?
Pas du tout. Pas du tout. Ce sera autre chose. En attendant, on rappelle le titre Soumise, si vous ne l'avez pas compris, de Christine Orban, qui réhabilite donc Jacqueline Pascal. Et on en apprend beaucoup sur Blaise Pascal aussi, évidemment. Ah oui, vraiment. Cette vie faite de génie et d'humanisme et d'humanité. Oui, d'humanité. Je crois même qu'on ne peut pas connaître un génie comme Blaise Pascal, ni personne, si on ne connaît pas leur vie privée, personnelle, et leur entourage. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir fait le choix de nous suivre. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci. Bonsoir.